Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur comment minimiser les impacts du COVID sur les contrats commerciaux organisé par Montréal Inc. et présenté par la firme d'avocats Terrien, Couture et Jolicoeur. Je suis Denis Karegeya, conseiller en financement aux entreprises pour la facilitation de suivi en compagnie de ma collègue Samuel Fillon, chef de communication à Montréal Inc. Pour la présentation, nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume Lapierre, avocat spécialisé en droit des affaires. Bonjour Guillaume et merci d'être parmi nous. Bonjour Denis, merci de me recevoir. Le sujet est très populaire et avec raison. Les contrats encadrent les relations avec nos clients, nos fournisseurs, nos employés et nos partenaires. Il est donc normal réévaluer les conséquences d'une crise comme celle-ci sur nos relations. En point de détail d'organisation, Guillaume répondra à vos questions à la fin de la présentation. Je vous encourage donc à passer vos questions au Q&A et au fur et à mesure de la présentation. Et puis, Samuel et moi-même, nous les passerons au conférencier. Sans tarder, la parole est à Guillaume. Donc, merci beaucoup, Denis. Merci de m'avoir lancé l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un lien continu avec Montréal Inc. D'ailleurs, une fondation que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement. Donc, aujourd'hui, au menu, comment minimiser l'impact de la COVID-19 sur vos contrats commerciaux. Comme Denis l'a mentionné un peu tout à l'heure, on va faire la portion en deux temps. Donc, on va commencer évidemment je vais me présenter d'abord et avant tout. Par la suite, on va faire un bref survol théorique de qu'est-ce que la force majeure, parce que ça va mettre un peu la table sur le principe. Par la suite, le gros de la conférence va traiter de trucs, donc des trucs et astuces pour la gestion de vos contrats. Et par la suite, on fera un bref retour, évidemment, sur vos questions, là, sans aucun doute. Donc, je me présente, je travaille pour la firme Terrien Couture Jolicoeur, comme Denis l'a mentionné, cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, réparti sur 6 places d'affaires, dont Montréal, évidemment. Donc, de mon côté, je travaille comme avocat depuis environ 6 ans. Donc, j'ai toujours travaillé exclusivement au service des entrepreneurs, donc des entreprises d'ici et d'ailleurs, dans tous les besoins, évidemment, légaux entourant les entreprises. J'enseigne également à l'université, à l'UQAM et à l'École du barreau le droit des affaires et également, je suis impliqué un peu à gauche et à droite, dont notamment depuis, je calculais bientôt 6 ans avec Montréal Inc. Donc, les années passent comme on pourrait dire. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous aujourd'hui de cette réalité-là. Donc, je pense que pour la raison pour laquelle vous êtes ici, on m'a dit qu'on avait 1 heure et j'avais noté, j'ai préparé cette formation-là en me disant que j'avais 1 heure et demie. Donc, Denis et Samuel m'ont rappelé à l'ordre tout à l'heure. Donc, on va sans plus tarder commencer. Au niveau de la force majeure et la COVID-19, évidemment, c'est une question qu'on se pose beaucoup depuis le 12 mars dernier. Est-ce que je peux mettre un terme à mon contrat? Est-ce que je peux résilier mon entente? Est-ce que je suis obligé de payer? Est-ce que je peux... C'est des questions qui reviennent évidemment abondamment. Et cette question-là trouve souvent sa source en matière de droit des contrats dans la fameuse notion de force majeure. Donc, force majeure qui a été définie évidemment par le Code civil comme étant un événement imprévisible et irrésistible, qui est d'ailleurs d'abord et avant tout un événement qui est étranger à la personne. Donc, fondamentalement, un cas de force majeure, par définition, c'est quelque chose que les parties ne pouvaient pas prévoir au moment de la conclusion de leurs ententes. Donc, une inondation, un tremblement de terre, une grève, une guerre civile ou autre sont des éléments, évidemment, de force majeure. Là, jusqu'ici, c'est quand même assez simple à comprendre que des éléments de force majeure, c'est quelque chose qui est totalement extérieur de la volonté des parties. Mais évidemment, chaque cas est un cas de figure et la COVID en est un très bon exemple sur les cas d'application de la force majeure, évidemment, en droit civil québécois. Donc, on aurait pu évidemment déterminer dans un contrat quels sont les éléments de force majeure. Sachez que si on regarde le Code civil, je l'ai sorti si jamais j'ai des questions, si on regarde le Code civil, on n'a pas fait une liste limitative et exhaustive de quels sont les cas de force majeure au Québec, au Canada, même ou ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de liste qui existe, ce qui fait en sorte que souvent, on a besoin d'aller interpréter, de regarder les cas, évidemment, qui ont passé le test des tribunaux ou de peut-être certaines réglementations, législations d'application.
comprendrez que la COVID-19 n'a pas encore reçu ce point-là, n'a pas encore reçu cet aval-là, tant des gouvernements que, évidemment, des tribunaux. Il n'y a pas de jugement, à ma connaissance, je les ai regardés encore hier, qui ont été rendus en matière de droit commercial sur la question à savoir est-ce que la COVID-19 est un cas de force majeure. Donc, on doit évidemment se rabattre sur la question est-ce que c'en est un? Bien, par définition, si on regarde le Code civil, on se dit ben ça a l'air d'être un événement imprévisible et étranger de la situation des parties. La réponse à ça, c'est presque sûr que c'est oui. Il n'y a pas grand monde, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans, qui, au moment de conclure un contrat, se sont dit on devrait peut-être prévoir le cas de figure si jamais il y a une pandémie ou il y a une épidémie qui survient. Donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les dernières années, on va probablement répondre oui à cette question-là. Fort probablement que la COVID-19, dans les prochaines années, va avoir été interprétée par certaines décisions des tribunaux comme étant un cas de force majeure. Hein? On a des histoires dans le passé, je pense à la H1N1 ou le cas, évidemment, du FRAS, qui, dans le passé, ont fait l'objet d'assimilation comme étant des cas de force majeure par certains jugements des tribunaux. Mais encore une fois, toute chose étant un cas de figure. Donc, le contrat, hein, qui est habituellement la loi entre les parties, ça va dépendre de ce qui a été prévu parce que la force majeure que je vous ai définie plus tôt, c'est évidemment un élément de principe sur lequel les parties se fondent pour se suspendre leur exécution ou tout simplement faire cesser leur obligation entre elles. Mais toute chose étant égale et par ailleurs, il faut aller regarder adéquatement la clause spécifiquement pour voir est-ce qu'on avait inclus ou exclu spécifiquement certains éléments comme étant des éléments de force majeure. Un autre élément qu'il faut vraiment regarder, qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours regarder quel est le régime applicable à notre contrat. Parce qu'un contrat qui serait né en Ontario, d'un contrat qui serait né au Québec, ne recevra pas évidemment la même application au niveau de la force majeure. Donc, évidemment, il faut regarder quel est le régime contractuel que les parties ont choisi. Dans le cas de notre présentation, évidemment, on parle du régime québécois, vous vous en doutez. Le fait qu'il y ait ou non une clause dans le contrat spécifique sur la force majeure change aussi beaucoup la donne parce que les parties vont devoir analyser le contexte pandémique actuel, à savoir est-ce que c'est assimilable ou non à un cas de force majeure. Les contrats habituellement vont bonifier, vont ajouter des éléments que la loi, elle, n'a pas nécessairement prévus, va peut-être contextualiser certains cas de figure et à plus forte raison va habituellement régler la question à savoir comment on va la gérer, cette fameuse situation-là de force majeure. C'est une chose de venir déterminer que la pandémie en serait une, c'en est une autre de dire comment on le gère, cette problématique-là. Et là, c'est là où est-ce que l'analyse des contrats est super importante parce que c'est en analysant qu'on va comprendre le modus operandi que les parties vont devoir suivre pour régler la situation. Donc, la force majeure, sachez que d'abord et avant tout, ce n'est pas une disposition d'ordre public. Ce n'est pas quelque chose que les parties sont obligées de suivre entre elles. Hein. Ce n'est pas, par exemple, comme une disposition sur la bonne foi. Hein. Au Québec, on a une disposition dans le Code civil qui vient dire que les parties sont tenues d'agir entre elles en toute bonne foi. Ça, c'est une disposition qu'on appelle d'ordre public. La force majeure n'a pas passé ce test-là de l'ordre public, de sorte que les parties pourraient contractuellement venir déroger à ces principes-là. J'ai lu dans les derniers mois beaucoup de clauses de force majeure parce qu'évidemment, c'est devenu un peu mon pain quotidien que de regarder ces questions-là. Et il y a spécifiquement des contrats qui ont exclu l'application de la force majeure, qui sont venus soustraire l'application de certaines situations de force majeure à leur contrat. Donc, par exemple, certains contrats pourraient prévoir que si une situation pandémique qui est assimilable à un cas de force majeure survenait, peut-être que X, Y, Z obligations du contrat s'éteindrait ou se suspendrait pendant la durée de la pandémie, alors que d'autres obligations perdureraient, comme par exemple l'obligation de payer. Hein, le paiement pourrait être maintenu pendant la durée de la pandémie. C'est des choses qu'on voit passer à l'occasion, notamment par le fait que les parties peuvent entre elles déterminer comment ça va se gérer. Donc, la situation va donc s'analyser à la lumière du contrat et des faits qui sont propres à chaque situation. Et là, c'est important de rappeler aux gens qu'un contrat de vente de la compagnie ABC et un contrat de vente de la compagnie XYZ n'aura pas le même, évidemment, interprétation, même si juridiquement, on parle du même type d'entente. Donc, évidemment, il faut vraiment, encore une fois, sortir nos contrats, aller regarder, lire ça, puis se dire, bien, est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là ou non?
Là, je passe un peu parce que je me rends compte que j'ai déjà 20 minutes de passé, puis le rappel théorique, je veux vraiment aller dans le vif du sujet le plus rapidement. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, un cas de force majeure, ça va être un élément qui va être imprévisible et irrésistible. Quand on parle d'imprévisibilité, on parle évidemment d'un élément dont les parties ne pouvaient pas raisonnablement, évidemment, prévoir au moment de la rédaction du contrat, ce qui est le cas des contrats, je vous dirais, qui ont été assurément passés avant le début de l'année 2020. C'en est une autre chose, par exemple, une fois qu'on connaît le contexte pandémique actuel, la notion d'imprévisibilité n'a plus sa place, j'y reviendrai tout à l'heure. Quand on parle d'un événement irrésistible, bien évidemment, on parle d'une impossibilité absolue pour la personne qui doit quelque chose à une autre personne, le débiteur, de prendre les mesures raisonnables pour éviter l'événement. C'est un événement qui est insurmontable, impossible à contourner. Hein. On parle notamment d'un décret gouvernemental qui nous empêche d'opérer nos activités commerciales habituelles. On est clairement dans un événement irrésistible dans la mesure où est-ce qu'on ne peut pas surmonter à ça légalement parlant. Et un autre des critères que la loi prévoit pour être assimilé à un cas de force majeure, il faut être évidemment dans une cause extérieure au débiteur. Dans le cas de la pandémie, je vous dirais que la plupart des cas vont passer ce test-là parce qu'évidemment, c'est hors du contrôle du débiteur que d'avoir la situation malheureuse qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, se pose la question, si j'ai répondu oui à la question que je suis dans un cas de force majeure, est-ce que ça me permet de résilier, déchirer l'entente ou de suspendre les obligations? Encore une fois, pour répondre à cette question-là, on a besoin de gratter puis d'aller creuser notre contrat et de regarder est-ce que le contrat prévu le modus operandi. Si le contrat l'a prévu, il faut se fier au modus operandi, au libellé évidemment de la façon qu'on va gérer ce cas-là et on va évidemment par la suite pouvoir le mettre en application. Faute de l'avoir prévu dans le contrat, là, il y a de la négociation puis il y a de l'interprétation qui va devoir avoir lieu parce que les parties vont devoir interpréter le texte en fonction des décisions des tribunaux dans des circonstances similaires et en fonction évidemment de la législation applicable qui, elle, est très qui est pas très nombreuse en matière de force majeure. Il y a tout au plus 5 dispositions dans le Code civil qui prévoient ça. Gardez en tête que très rares sont les obligations qui vont être résiliées au complet. C'est très rare que parce qu'on a un contexte actuel de force majeure, qu'on va pouvoir dire ce contrat-là, je le déchire, il n'existe plus, ton bail de 5 ans, mets-le sur la tablette, tu es libéré de tout ça, puis tu peux continuer tes opérations chez vous. Ça marche habituellement très rarement de cette façon-là. Donc, souvent, les cas de force majeure vont venir suspendre l'exécution des obligations, vont si on prend l'exemple de la COVID, peut-être que pendant le contexte pandémique actuel, où est-ce qu'on combat une crise sanitaire, on pourrait peut-être suspendre les obligations, mais encore est-il qu'il faut regarder, parce que très nombreux sont les contrats où est-ce qu'on permet la suspension d'obligations, mais on maintient en place certaines autres obligations, comme par exemple le paiement de certaines sommes. Ça a été vu dans le contexte actuel. Donc là, je vous parlais aussi ailleurs dans le monde. Je vais passer rapidement ces diapositives-là. Je pense que le PowerPoint va vous être rendu disponible. Vous regarderez un peu ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Je vous ai notamment mis des commentaires à ce sujet-là pour que notamment vous ayez une idée à l'effet de certaines dispositions. Notamment, je vous ai parlé de la Chine, étant donné que le contexte pandémique est plus antérieur au nôtre. Je vous en ai parlé un peu, mais je vais quand même sauter rapidement. Il me reste 40 minutes tout au plus. Donc, je vais aller à la portion la plus importante, je pense, pour vous, les entrepreneurs. Donc, la question, évidemment, des conseils dans la gestion de vos contrats actuels. Qu'est-ce qu'on fait à la lumière, évidemment, de ces enseignements-là, à la lumière du questionnement? Premièrement, il faut d'abord et avant tout se poser la question, est-ce que la COVID, dans mon cas, pourrait être apparentée comme étant une situation de force majeure? Pour répondre à cette question-là, je dois aller regarder dans mon contrat la disposition qui porte sur les inexécutions ou sur la suspension ou sur même à l'occasion la résiliation des ententes et j'analyse évidemment à la lumière de ça la situation, à savoir est-ce que j'ai prévu ou non ce cas de figure-là. Donc, il est important de retourner d'urgence dans vos contrats. Faut d'abord se poser la question à savoir le contrat est régi sur quelle loi, parce que très nombreux sont les contrats commerciaux qui vont avoir été passés peut-être dans un État des États-Unis, ailleurs dans le monde. Donc, évidemment, si le contrat a pris naissance non pas au Québec, mais en Nouvelle-Zélande, c'est évidemment la loi de la Nouvelle-Zélande qui va s'appliquer en cette matière-là et tout le corpus jurisprudentiel, donc les décisions des tribunaux qui ont interprété ces cas de figure-là de la Nouvelle-Zélande qui vont s'appliquer. Donc, c'est vraiment, vraiment important quand vous ressortez vos contrats d'aller regarder est-ce qu'on est au Québec au niveau de l'élection de phare, est-ce que c'est ici qu'on est élu domicile ou c'est ailleurs dans le monde.
Donc, est-ce qu'on a prévu ou non le contexte pandémique, épidémiologique? Je dirais que j'en ai vu très peu là, depuis un mois et demi là, qui avaient prévu spécifiquement le libellé pandémie, épidémie dans leur cas de force majeure, ce qui ne nous permettait pas pour autant en matière d'interprétation de contrat de venir le soustraire. Très souvent, on a pu inclure le cas pandémique ou d'épidémie avec une analyse, une interprétation plus large du contrat, évidemment, pour faire appliquer la fameuse force majeure. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une clause générale qui pourrait être utilisée par interprétation comme pouvant inclure un cas comme celui-ci? Donc, dans le doute, si on ne trouve pas notre réponse dans la fameuse clause de force majeure du contrat, on peut, avec l'interprétation, aller plus loin dans le contrat. Est-ce que les parties en ont prévu autre chose un peu plus loin dans le contrat? Il faut quand même le lire dans sa globalité et non pas clause par clause, évidemment. Est-ce que la clause prévoit seulement les cas d'impossibilité totale de remplir les obligations ou elle prévoit le cas d'incapacité partielle? Hein? Là, c'est un peu la question à savoir. Par exemple, si je prends l'exemple du locataire, est-ce que le fait que le locataire a encore son commerce en ligne qui lui permet d'exploiter d'une certaine façon peut-être 20%, excusez-moi, de ses activités commerciales, ce qui lui permet d'avoir un revenu de 20 mais peut-être pas de payer suffisamment le loyer. Donc là, il faut regarder quand on interprète ça, est-ce que ça nous permet évidemment totalement de suspendre l'obligation ou de façon évidemment de façon partielle. Habituellement, les contrats qui ont été bien libellés vont le prévoir. Ceux qui ne l'ont pas été, il faut évidemment aller en interprétation et en analyse. Donc, au-delà de ce qui est prévu, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Donc, il faut regarder, j'en ai parlé tout à l'heure dans la globalité. Est-ce qu'il y a une obligation d'aviser l'autre partie dans un certain délai? Si oui, lequel? Donc, très nombreux sont les contrats qui indiquent notamment que lorsque le cas de force majeure survient, les parties vont devoir évidemment aviser leur partie co-contractante. Donc, ça, c'est vraiment classique. Denis, je m'arrête juste parce que j'ai des gens qui m'ont texté pour me dire qu'ils sont impossibles de rejoindre la réunion. On a-tu un problème technique? J'ai reçu un SMS qui mentionne ça. Je vais vérifier. Oui. Tu peux continuer, je vais vérifier de mon côté. Excellent. Donc, est-ce qu'on a une obligation d'aviser l'autre partie dans un certain délai? Si oui, lequel? Donc, souvent, quand on est dans des cas de force majeure, on va prévoir très souvent que lorsqu'on a évidemment à rentrer dans ce schéma d'analyse-là, on va devoir évidemment aviser donc son co-contractant de la situation pour évidemment pouvoir la régler et travailler de concert avec cette personne-là. Donc, après ça, de quelle façon on donne un avis aux gens? Donc, habituellement, il faut encore regarder le contrat pour voir la façon, évidemment, qu'on va tenir informer notre co-contractant de ça. Une autre question à se poser quand on analyse les contrats sur ces questions-là, est-ce que par la suite, il faut donner un avis sur l'évolution de la situation? Je vous dirais que souvent, lorsqu'on négocie les clauses de force majeure, on entre dans une autre sphère, dans un autre schéma où est-ce qu'au fil du temps, ces éléments-là vont bouger. Est-ce qu'il y a une clause qui permet, après un certain délai, de résilier le contrat ou prévoit le paiement d'indemnités ou de pénalités? C'est une autre question qu'il faut se poser. Au niveau du report d'obligation, est-ce que c'est possible? Si oui, quand est-ce que se termine ce report-là? Donc, ça, c'est quand même pertinent à se poser comme question également. La partie qui invoque l'application de la clause a-t-elle certaines obligations de mitiger ces dommages? Donc, est-ce qu'une partie doit quand même continuer à exploiter remplir son obligation? Souvent, la réponse, c'est oui. Il faut quand même regarder ça. Si votre fournisseur, est-ce que votre fournisseur peut vous imposer une allocation de produits disponibles entre différents clients plutôt que de fournir 100% de la commande? Est-ce qu'on a prévu dans le fin détail, dans la clause de force majeure, des éléments de mitigation des dommages? Si la réponse est oui, il faut encore une fois interpréter et analyser tout ça pour évidemment se mettre le moins possible évidemment dans le pétrin. Je vais juste l'envoyer, Samuel, le lien que tu me donnes, parce que j'ai des gens là j'ai quand même 3 personnes qui m'ont texté pour me dire qu'il y avait des problèmes. Là. Je trouve ça un peu plate de leur faire perdre la présentation. Je vais juste envoyer le lien que tu viens de m'envoyer. Donne-moi 30 secondes.
Génial. Donc, désolé pour ce petit problème technique. Je nous remets dans la formation. Donc, ça, nous l'avons vu. Donc, ça, c'est bon pour nous. Donc, si aucun contrat n'a été signé, c'est quand même une question qui est très courante, je vous dirais, depuis quelques semaines, parce que là, on a vu évidemment les cas depuis le début où est-ce qu'on avait un contrat, lequel prévoyait ou ne prévoyait pas le cas de force majeure, lesquels éléments avaient été comme prévus au préalable, et on avait prévu le modus operandi dans lequel les parties allaient prévoir la façon, évidemment, de gérer la situation de force majeure. Mais il arrive, et c'est très commun dans le monde des affaires, où est-ce que les gens n'auront peut-être pas prévu au préalable des situations de force majeure. Hein, parfois, on a des contrats qui ont été passés rapidement ou qui ont été signés sur le coin d'une table ou qui ont été évidemment contractés avec un shaken agreement. Donc, évidemment, probablement qu'on n'a pas prévu dans le fin détail la situation de la force majeure. Donc, il y a quand même lieu de regarder les échanges qui sont intervenus entre les parties. Donc, à titre d'exemple, si on avait un contrat de vente, où est-ce qu'on aurait à se poser la question, est-ce que la force majeure est d'application ou pas? On ressort nos échanges courriels, on ressort nos factures, nos bons de commande, nos SMS. Est-ce qu'on avait discuté de ces éléments-là, etc.? On peut commencer à se donner un début de preuve, évidemment, sur ces questions-là pour peut-être utiliser ces éléments-là dans notre négociation de résiliation ou de suspension de nos obligations. C'est toujours l'objectif. Est-ce qu'il y a une clause qui indique dans la loi du pays ou dans l'État dans lequel, évidemment, le droit est applicable que la transaction de vente, par exemple, va être suspendue en cas, évidemment, de force majeure? Donc, évidemment, si on n'a pas prévu dans le contrat, on retourne encore une fois dans la loi. La loi, elle, prévoit un libellé que je vous ai mentionné tout à l'heure, à l'effet, évidemment, que si on était dans une situation irréversible et imprévisible, laquelle rendait impossible l'exécution de l'obligation par les parties pouvaient se soustraire de l'obligation ou suspendre l'exécution de l'obligation ainsi rendue impossible pendant la durée de temps. Donc, évidemment, si on n'a pas de contrat qui nous balise plus en détail ces éléments-là, on va pouvoir se retourner vers la loi ou de la juridiction applicable. Dans le cas du Québec, évidemment, on aura un début, évidemment, d'éléments pour pouvoir se soustraire à ces éléments-là. Donc, et évidemment, si on est dans une matière où est-ce que le contrat a pris naissance, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs dans le monde, bien évidemment, il faudra aller vérifier le droit applicable dans cette matière-là. Je pense beaucoup à mes clients qui font de l'importation de produits asiatiques, où est-ce que là, les chaînes d'approvisionnement sont vraiment mis à rude épreuve depuis quelques mois. Bien évidemment, si le contrat est intervenu à Shanghai, bien là, il faut aller voir évidemment la loi chinoise en matière de cas de force majeure et regarder évidemment ça dans un plus large ensemble parce que le contrat a pris naissance là-bas. Donc, quelques conseils pour les contrats que vous vous apprêtez à signer. On comprend évidemment que la notion de force majeure est au cœur de cette situation-là actuellement en matière de droit civil, en matière de droit des contrats au Québec. On comprend que certains éléments, sans en faire la revue exhaustive parce que j'ai juste une heure, on comprend que plusieurs éléments vont nous permettre d'aller vers un cas de force majeure et de recevoir son application à l'ère où est-ce que la COVID risque d'être interprétée comme étant une situation de force majeure. Par contre, il faut comprendre que cette situation-là a quand même une date de péremption. Donc, au niveau des contrats que vous vous apprêtez à signer, j'aime toujours dire à la blague à mes clients que la COVID a quand même le dos large. Donc, évidemment, on ne pourra plus utiliser dans les prochaines semaines le contexte pandémique actuel pour se soustraire de l'exécution de certaines obligations passées avant le fameux 13 mars. Donc, je pense que c'est assez inévitable au Québec. Le 13 mars, il y a quelque chose qui a changé dans le monde des affaires. La situation de la COVID a évidemment été une situation où est-ce qu'on a été dans un branle-bas de combat pour tenter de se sortir de l'exécution de nos obligations, mais évidemment, les contrats qui ont été conclus à partir du 13 mars, eux ne recevront pas cette interprétation-là de la COVID comme étant un cas assimilable à la force majeure. Donc, il faut quand même prendre les mesures, les dispositifs suffisants. Je trouve que les gens qui signent à l'heure actuelle des contrats ont une longueur d'avance sur leurs prédécesseurs qui l'ont fait l'année ou les mois passés, en ce sens qu'ils connaissent la situation actuelle et ils voient évoluer le marché des affaires tant au niveau mondial que territorial et évidemment, ils ont, comme entrepreneurs, à prendre les démarches
et prendre évidemment les garanties suffisantes pour se protéger, tant au niveau des retards, tant au niveau de l'approvisionnement des stocks, tant au niveau des paiements, etc. Il faut plus que jamais prendre plus de garanties parce qu'évidemment, la situation, quand on est un débiteur, de dire « je ne peux pas, je suis en situation de COVID », bien, si on signe un contrat le 23 avril, la situation de COVID, elle était connue au moment de la signature du contrat, donc ne pourra pas recevoir le même schéma d'interprétation. Donc, une clause de force majeure, évidemment, je pense que la sensibilisation que les entrepreneurs, vous devez avoir à l'ère, évidemment, contractuelle en mode COVID, c'est qu'évidemment, on doit plus que jamais se poser la question à savoir, est-ce que mon contrat, il est correctement rédigé? Est-ce que la clause de force majeure prévoit une certaine souplesse pour l'entrepreneur qui va lui permettre, évidemment, de se dégager de ses responsabilités s'il n'est plus en mesure de le faire? Donc, plus que jamais, je pense qu'il faut se sensibiliser à la fine rédaction, parce que c'est vraiment souvent les clauses de force majeure, le diable est dans les détails, excusez l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est plus on en prévoit, plus on ratisse large la disposition de la clause, bien, plus évidemment on va avoir comme entrepreneur, si on est débiteur dans une relation contractuelle, plus de chances de succès de sortir de cette relation-là si la situation, évidemment, se désagrège. Donc, vous devrez donc convenir, en plus d'une clause de force majeure, de clauses spécifiques qui vont prévoir l'impact précis de la pandémie. N'oubliez pas, si vous êtes sur le point de signer des contrats, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de prévoir, évidemment, les dégagements de responsabilité si vous êtes en train de vouloir envoyer un stock, un produit à l'extérieur du Canada, du Québec. Il est très important de venir prévoir les cas, évidemment, fortuits qui empêchent la distribution, etc., de ces biens-là. Même chose au niveau des paiements, là, c'est deux exemples parmi tant d'autres. Il faut à tout prix, lorsqu'on est en phase rédaction, prévoir ces éléments-là. Et au même titre, si comme entrepreneur, vous êtes à ça de signer un contrat avec un distributeur, un fabricant ou un tiers, bien évidemment, il est très important de négocier ces conditions-là. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui passait un contrat pour faire rentrer sa chaîne de produits à travers le plus gros réseau de distribution américain, le Sephora pour ne pas le nommer. Donc, évidemment, on a eu à négocier cette clause-là parce qu'il était très important pour nous de venir protéger le client dans les aspects, évidemment, tant commercial, mais beaucoup plus légal également, parce qu'on sait que la situation actuelle va peut-être permettre qu'on va débuter le contrat, on va commencer les opérations contractuelles dans un climat un peu incertain, lequel n'est vraiment pas le mieux pour shiner, excusez l'anglicisme, ou faire nos preuves en tant que co-contractant. Donc, c'est très important de mettre les limitations à l'ère où est-ce qu'on est sur le point de signer un contrat. La plupart d'entre vous, par exemple, avez peut-être des questions à l'égard des contrats que vous avez déjà signés, hein, les contrats qu'on a qui sont en vigueur, qui actuellement, on a peut-être peine à évidemment exécuter ou à payer ou à rembourser ou à accomplir dans le détail. Donc, quelques conseils face aux fournisseurs et clients avant évidemment que je prenne vos questions parce que j'ai une heure. Donc, contactez et avisez vos fournisseurs. Donc, entrez en contact avec vos fournisseurs pour savoir l'état de leur situation dans leur pays, dans leur province face à la situation pandémique qu'on connaît. Demandez des explications précises et des preuves sur les raisons qui les empêchent peut-être de vous payer, d'exécuter leurs obligations. Donc, assurez-vous évidemment d'avoir de l'information avant évidemment d'être en mode vindicatif. Suivez la situation de près, demandez des comptes rendus et des mises à jour régulières sur la façon dont ils tentent de remédier à la situation. Donc, ça, c'est quand même super important. Devenez un peu plus flexible pour accommoder et être accommodant. Je pense qu'à l'heure actuelle, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne de la situation de la COVID en lien avec les contrats, c'est qu'il n'y a personne qui va s'enrichir sur le dos de cette situation-là. Tant les créanciers que les débiteurs vont probablement perdre de l'argent pour la plupart des industries au Canada. Dans cette situation-là, je pense que la négociation, la discussion entre les différents partenaires n'a jamais pris autant son sens. Report de paiement, allègement de paiement, remboursement anticipé, etc. Vous allez probablement plus gagner à avoir une attitude comme ça, tant si vous êtes en mode demande, hein, parce que vous devez faire ça, ou tant si vous êtes en mode réception parce que votre client vous demande un délai. Il y a peut-être matière d'envisager avant de dire non, de faire un 360 sur la question, évidemment.
C'est le temps de penser à renégocier. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent à l'après. Bien, allez-y. Si vous êtes en train de donner quelque chose, laissez aller quelque chose sur la table, bien évidemment, renégocier. Hein? On est mieux de prendre un délai plus long, mais de se faire payer. On est mieux peut-être de prévoir plus d'obligations à plus long terme que de n'en avoir moins, mais de ne pas être en mesure de les assumer. Donc, évidemment, cette situation-là force la renégociation, tant peut-être des garanties, des sûretés que vous pouvez obtenir. Donc, évidemment, si vous êtes en mode en attente de recevoir quelque chose, un créancier, assurez-vous de négocier correctement ces éléments-là. Tentez de diversifier le plus possible vos sources d'approvisionnement. Je pense que c'est assez clair que la situation mondiale actuelle nécessite une pluralité de sources d'approvisionnement. Donc, je pense que les joueurs qui ont diversifié leurs sources d'approvisionnement à l'ère de la situation actuelle ont peut-être une longueur d'avance sur la production de leurs livrables. Tentez de prévoir des sommes d'argent d'avance tout en mettant dans vos balances, tout en mettant dans la balance vos capacités financières et les appuis gouvernementaux. Il y a eu des super bonnes formations de Montréal d'ailleurs sur l'étude des programmes gouvernementaux applicables. J'en ferai pas mention ici, ce n'est pas mon objectif, mais gardez en tête qu'évidemment, avec vos fournisseurs, il y a peut-être des éléments sur lesquels vous pourriez aller regarder pour avoir un allègement. Tentez de maintenir vos relations avec vos fournisseurs, car les choses qui reviendront, les choses vont un jour revenir à normal. Puis évidemment, si c'est votre fournisseur qui vous fournit en matière première 60 de votre stock nécessaire pour produire votre produit fini. Peut-être que vous allez avoir besoin d'eux à la fin de la COVID. Donc, soyez empathiques, appelez-les, gardez, je le dis souvent, là, mais plus on garde le contact, plus la communication est claire, plus il n'y a pas de doute, plus il n'y a pas d'ambiguïté, plus on est transparent dans la situation, probablement qu'au niveau négociation, au niveau décisionnel, on a une longueur d'avance sur ces éléments-là. Donc, je pense que la transparence est de mise dans ces situations-là. Avec vos clients, si parmi vous, vous êtes en mode, évidemment, gestion client, bien, contactez-les et avisez-les de la situation après avoir vérifié, évidemment, et bien compris ce qui, en matière de votre contrat, s'applique avec votre relation avec votre client. Appelez-les, tentez de négocier, soyez indulgents dans certaines circonstances dans la mesure du possible, mais surtout, encore une fois, maintenez le lien de contact avec eux. Faites quand même attention avec vos communications. Là, je ne suis pas un fervent défenseur des aveux, donc il faut quand même faire attention avec les oui, parfait, il n'y a pas de trouble, j'ai aucun problème avec ça. Les SMS, bien, c'est des éléments qui vont rester évidemment et qui peuvent se retourner contre vous. Donc, si vous êtes en mode, vous donnez quelque chose à vos clients leur permettant d'avoir un report de paiement ou un allègement évidemment des modalités de remboursement, faites-le d'une façon somme toute assez subtile et d'une manière évidemment où est-ce que si vous leur donnez du délai, bien, le délai, c'est pas quand ça va finir parce qu'on pourrait faire une thèse de doctorat sur la question à savoir c'est quand ça va finir. Hein? Donc, on essaye de mettre des dates, on essaye de mettre une communication claire et tous les éléments qui vont jouer un jour ou l'autre en notre défaveur, on essaye évidemment de les restreindre le plus possible dans la mesure du possible. Donc, devenez évidemment plus flexible pour tenter de les accommoder. Je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui vont être satisfaits du fait que leurs clients ne survivront pas à cette crise-là. Si vous êtes en mode B2B, donc pour les entrepreneurs qui sont en mode business to business, essayez de peut-être être créatif, allez voir vos clients qui, eux, sont des business. Est-ce que vous pouvez faire du truck, de l'échange de services, de l'échange de bons procédés, etc. Il y a peut-être des éléments sur lesquels vous allez pouvoir en retirer gagnant, beaucoup plus que de lire votre contrat et de dire, bien, dans une situation de force majeure. La situation de force majeure ne s'applique pas à nous. Tu dois me payer, tu dois faire X, Y, Z éléments. Allez, go. Donc, hein, on a matière de conserver notre créativité d'entrepreneur dans tout ça. Encore une fois, avec le client également, c'est le temps de penser à renégocier. Donc, gardez en tête que les litiges éventuels ne se régleront qu'avec des frais vraiment importants et des délais trop longs. Donc, évidemment, les tribunaux en ce moment sont un peu comme tout le système économique actuel, sont au ralenti. Les dossiers ne font que se cumuler, ce qui fait en sorte que les délais qui, dans le monde commercial, on connaît comme étant quand même assez longs, ne feront que s'allonger, évidemment, avec le temps. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, encore une fois, dans la matière de gestion de nos relations clients, d'être indulgent puis d'essayer de négocier et d'éviter la fameuse situation de litige.
Prévenez votre locataire. J'ai mis une diapositive là-dessus parce que je sais que certains d'entre vous avaient peut-être des locales commerciales. Donc, si l'accès à l'immeuble où sont situés vos locaux est restreint, soit par une directive de la santé publique ou si les récents décrets des gouvernements ne vous permettent plus d'exploiter vos opérations parce que vous avez malheureusement pas été visé comme étant un service essentiel, bien, ça constitue un très bon exemple, évidemment, de cas possible de force majeure qui vous permet peut-être, dans certaines circonstances, de réduire ou de suspendre certaines obligations. Soyez stratégique, soyez créatif. Un locataire va avoir besoin de vous après la fin de la situation pandémique actuelle. Ça ne va pas. Si je pense à la situation à Montréal, il y a plusieurs quartiers. Si je pense, par exemple, au quartier Centre-Sud ou au quartier, évidemment, du Vieux-Port de Montréal, même plusieurs tours dans le centre-ville, des locals vides et vacants avant la COVID, il y en avait. Il y en aura encore probablement après la situation et probablement même plus. Donc, je pense que les locataires sont conscients. Moi, mes clients qui sont locataires sont conscients du fait qu'ils doivent conserver leurs locataires, donc qu'ils ont avantage à demeurer le plus permissif et clément dans la situation actuelle parce que un jour ou l'autre, ils vont avoir besoin d'eux pour recommencer l'économie. Donc, allez voir vos locataires, informez-vous. Est-ce qu'eux ont accès au moratoire des institutions financières? Si la réponse est oui, vous avez peut-être un sacré bon argument de négociation à faire valoir pour peut-être recevoir une portion de ce moratoire-là par le biais d'un report de versement de loyer et ou un allègement du montant à payer. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser librement et pleinement les lieux loués, le refus du locataire de renégocier avec vous les modalités de votre baisse sur la base de la valeur réduite et de l'avantage reçu par le locataire pourrait être considéré comme une violation du devoir de bonne foi. Pas plus tard que la semaine dernière, j'affrontais un locataire commercial avec cette notion-là, dans la mesure où est-ce qu'il a décidé que son immeuble allait être fermé, sa tour à bureau, pendant un certain temps, pendant la situation actuelle, et il maintenait le paiement des loyers uniquement aux entreprises qui avaient été par le gouvernement interprétées comme étant des entreprises de services essentiels. Ce qui faisait absolument pas de sens parce que l'entrepreneur qui était maintenu comme étant un service essentiel ne pouvait pas faire son service essentiel dans les locales en question, mais les autres colocataires du building, eux, recevaient un report ou un allègement de loyer, alors que le service essentiel qui ne pouvait pas plus accéder au local ne recevait pas cette part-là. Donc, il y a quand même des situations un peu particulière qu'on voit arriver à l'ère où est-ce qu'on est en ce moment. Il faut quand même, encore une fois, être créatif, regarder, lire la clause, évidemment, s'assurer que nos éléments de négociation qu'on va vouloir mettre sur la table vont avoir évidemment leur place. Honnêtement, j'ai fait vite. Je vais conclure pour qu'on puisse passer à la période de questions. Je pense que c'est ce qui est attendu de certains. Donc, en conclusion, je vais un peu en rafale. Malheureusement, je n'ai pas de situation où est-ce que je vous dis que ça va se passer comme ça dans les 192 000 cas de possibilité ou les 192 millions de contrats qui ont été passés dans les dernières années. Chaque situation est un cas de figure. Pensez au local commercial A et au local commercial B. Ce sont deux contrats qui sont issus des dispositions 1852 et suivantes du Code civil qui sont apparentés comme étant un contrat de louage. Les deux, en fonction de ce qui a été déterminé dans les contrats entre les parties, ne recevront pas la même application. Donc, chaque cas est évidemment un cas de figure. Si vous modifiez le contrat et les obligations des parties, vous réussissez à les modifier. N'oubliez pas de convenir d'un nouvel écrit, un addendum ou une modification au contrat afin évidemment de venir prévoir la situation et de venir indiquer notamment que comme créancier, vous avez donné quelque chose qui un jour, tôt ou tard, sera très bénéfique pour vous si jamais vous avez des problématiques. Donc, assurez-vous de toujours conserver vos bonnes pratiques commerciales. L'écrit reste, contrairement aux paroles. Il faut se rappeler qu'il y aura une après-pandémie, donc il ne faut pas l'oublier dans nos négociations. Il ne faut donc pas se couper de l'ensemble de nos liens commerciaux. Votre gestion de crise va être déterminante dans votre capacité à reprendre les activités et à conserver tout autant fournisseurs que clients existants. J'aime beaucoup la citation de Nicolas Duvernois qui circule à travers les réseaux sociaux. Là, il en a parlé à quelques reprises, mais ce n'est pas nécessairement les plus gros qui vont manger les plus petits ou qui vont gagner avant les plus petits dans le milieu commercial, mais beaucoup plus les plus rapides au détriment des plus lents. Donc,
l'un de ceux-ci, évidemment, soyez créatifs, soyez rapides et peut-être que dans votre négociation de contrat, ça va jouer en votre faveur. C'est aussi le bon moment pour tout revoir vos processus contractuels, pour au moins prévoir des contrats types et des clauses types mieux rédigées qui pourront peut-être vous aider dans le futur. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de revoir nos ententes commerciales pour s'assurer, évidemment, que ce qu'on passe comme contrat, ce qu'on transige dans le futur, dans les prochaines années, va avoir une protection adéquate sur notamment les questions d'impossibilité en fait d'agir, donc les fameuses clauses de force majeure. C'est certainement essentiel à faire pour les contrats que vous souhaitez conclure pendant la pandémie, puisque vous ne pourrez plus vous cacher derrière une simple clause de force majeure, j'en ai parlé tout à l'heure. Prenez les devants, c'est le temps de tenter de négocier, d'obtenir des reports d'échéance, des livraisons, au moins partiels, de permettre la résiliation du contrat s'il y a eu ou non modification du contrat. Il faut aussi vérifier les couvertures d'assurance en place qui prévoient peut-être une certaine protection d'indemnisation. Appelez vos courtiers d'assurance, relisez vos primes d'assurance. Il y a certaines assurances commerciales qui prévoyaient déjà certaines situations de force majeure, lesquelles prévoient évidemment une indemnisation qui va être assumée par l'assureur. Donc, relisez vos contrats dans ces circonstances-là. Réinventer les services et les moyens de communication à distance avec vos fournisseurs, donc webinaires, diagnostics, e-commerce, je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est super important, même pour les entreprises, évidemment, plus traditionnelles. Et évidemment, on souhaite, en terminant, mais je vais prendre vos questions, bonne chance en ces temps difficiles. Donc, juste pour ne pas l'oublier, j'ai mentionné en matière de droit d'auteur, je remercie sincèrement ma collègue, Maître Micheline Dessureau, qui m'a donné sa présentation, qui, elle, a fait en 2 heures, donc je l'ai réduit, mais visiblement pas assez, parce qu'on a fait ça quand même expéditif. Donc, je pense que c'est quand même le temps de prendre les questions des gens. Merci, Guillaume.